Le jour de l'assassinat de JFK, Richard Matheson rentrait d'une partie de golf avec un de ses amis et il se retrouve sur la route avec un camion qui, on va le dire directement, lui colle littéralement au cul. Bouleversé par la nouvelle qu'il venait d'entendre à la radio et par le fait que l'énorme SMI lui colle le pare-choc, il fait une embardée et il fait une sortie de route. Et alors qu'il s'attendait à rien, le conducteur du camion a tenté carrément de l'écraser. Suite à ça, Richard Matheson décide d'écrire une nouvelle pour relater cette histoire. La nouvelle s'appellera Duel. Il voudra bien en faire un scénario, mais personne n'en veut, donc il se résigne à publier ça dans un petit magazine bien connu des États-Unis. Presque 10 ans plus tard, l'assistante de Steven Spielberg entre dans son bureau et lui dit « Ouais, j'ai trouvé une histoire qui serait pas mal à adapter en film. » Et Spielberg lui demande où elle a trouvé ça. Dans Playboy. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, Matheson a publié sa nouvelle dans Playboy. Ouais, le fameux magazine pour adultes, avec des hommes et des femmes en tenue d'Adam et Ève. Et donc, Spielberg lit la nouvelle et se dit que ça ferait un très bon film. Et justement, il était à la recherche d'une idée pour un film. Il contacte Universal, leur soumet l'idée. Universal est d'accord pour produire le film. Spielberg contacte Matheson et ce dernier va s'atteler à adapter sa nouvelle en scénario. Et c'est comme ça qu'est né le téléfilm Duel, qui sortira donc en 1971 sur la chaîne ABC. Pour réaliser son film, on offre à Spielberg 10 jours de tournage, qu'il arrivera à négocier à 13, un budget de 375 000 $. Et il ne reste plus qu'à trouver le lieu de tournage et l'acteur principal qui jouera David Mann, ainsi que les véhicules qui seront présents dans le film. Pour le casting, donc le personnage principal, le représentant qui sera pourchassé par le camion, ce sera Dennis Weaver, au volant d'une Plymouth Valiant rouge. Alors là, c'était la seule contrainte que Spielberg voulait. Il s'en foutait du modèle de bagnole, du moment qu'elle était rouge, pour une bonne et simple raison. Le film se passe majoritairement dans un décor désertique. Donc une voiture rouge ressortira bien mieux par rapport au décor naturel. Et pour le camion, on lui propose une sélection de 7 semi-remorques qui appartiennent à Universal. Il choisira le Peterbilt 281 en camion-citerne. Pourquoi est-ce qu'il choisira le 281 ? Parce que pour lui, le camion avait un visage avec les phares qui représentent les yeux, la calandre et le pare-choc qui représente une bouche. Il avait un visage. Sur une idée de Matheson, on ne voit jamais le visage du conducteur. Et donc, quelque part, pour incarner le mal, le méchant, le camion prenait ce rôle. Le film a été tourné au nord de LA, entre Santa Clarita et Palmdale, sur les autoroutes 5, la route 14 et l'autoroute Sierra, entre autres. Le Peterbilt 281, choisi par Spielberg, est de 1956 et animé par Caterpillar. Pendant le tournage, il présentera des signes de fatigue. Aussi, le studio Universal rachètera un peu à la rate un 281 de 1960 animé par un moteur Cummins pour servir de doublure. Le film a eu beaucoup de succès et est donc destiné à passer en version cinéma. Mais la durée du téléfilm de 74 minutes est un peu courte. Il est donc décidé de le rallonger jusqu'à faire 90 minutes.
faut donc shooter des scènes supplémentaires. Et pour ça, Spielberg rappellera son équipe et la production commandera un autre camion, un Peterbilt 204, non pas 281, mais 351 de 1964. Alors la grosse différence entre le 281 et le 351 réside en fait à l'arrière sur le nombre d'essieux moteurs. Le 281 a 2 essieux, un porteur, un moteur. Le 351 a 2 essieux arrière, moteur. Une idée de Matheson qui n'a pas été retenue, c'était de marquer Keller sur la portière pour faire une allusion vaguement à killer, qui veut dire tueur. Bon, finalement, ça n'a pas été retenu. Ce qui fait que le camion n'a aucun marquage, pas de compagnie. Alors, fallait rendre ce camion old school, vieux, usé. Donc déjà, juste par sa forme, le 281 est déjà très old school, fait déjà très vieux. Et pour le rendre encore plus ancien, plus vieux, il a été maquillé avec de la saleté et des traces d'huile partout sur la carrosserie. Et comme c'était des vraies saletés et de la vraie huile, fallait en gros remaquiller le camion avant chaque scène. Comme un vrai acteur. Idée retenue également sur le camion, c'est la série de plaques d'immatriculation au-dessus du pare-choc avant. Alors qui viennent de différents états, comme si en fait le chauffeur était un maraudeur du crime qui traversait les États-Unis pour tuer d'autres automobilistes, et les plaques des voitures servaient en gros de trophée. Alors durant tout le film, on ne voit jamais le conducteur, on ne aperçoit qu'un bras à un moment, les Santiago, et c'est le cascadeur Carrie Loftin qui conduira le camion. Alors faut savoir que à un moment dans une scène, on voit que les véhicules foncent à plus de 100 miles à l'heure. Alors on le voit sur le compteur Love Island. Alors 100 miles à l'heure, ça fait du 160 km/h. Déjà, c'est bien supérieur à la vitesse de pointe du camion. Mais surtout, dans la réalité, ils n'ont jamais roulé à cette vitesse durant le tournage. Ils roulaient entre 25 et 30 miles à l'heure, c'est-à-dire à peu près 50 km/h. Et c'est le positionnement des caméras, la façon de filmer, qui font qu'on a une impression de vitesse assez hallucinante. Pour la petite histoire, j'ai découvert ça en préparant cette vidéo sur la chaîne de Afición Auto. Alors c'est un américain, donc je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent voir la vidéo. La petite caisse à l'arrière ici, normalement c'est un boîtier en gros pour une climatisation, hein. Sauf que ça a été vidé et une caméra a été installée à l'intérieur avec un angle de vue qui permet de voir à travers le pare-brise du camion, ce qui donne un peu l'impression d'avoir le point de vue du conducteur. Petit détail amusant à connaître, hein. Alors, dans son scénario, Matheson prévoyait d'avoir un camion-citerne plein. Donc, à la fin du film, alors désolé pour ceux qui l'ont jamais vu, mais bon, le film a 50 ans. Je vais spoiler, hein, la fin. Donc, normalement, dans le final, avec une citerne pleine, le camion devait littéralement totalement exploser. Sauf que pour le film, ils ont décidé que le camion, en fait, la citerne serait vide. Lors de la scène finale, quand David Mann décide enfin d'affronter le camion et qui sacrifie sa Plymouth pour faire tomber en fait ce monstre du haut d'une falaise,
il y a eu un incident. En fait, le camion devait être guidé par un système de rail qui n'a pas fonctionné. Résultat, Carey Loftin a conduit le camion lui-même et a sauté au dernier moment. D'où le fait que, au moment de la chute, on voit la portière côté conducteur ouverte, alors que le camion, une fois écrasé au fond du ravin, on découvre le corps du conducteur à l'intérieur. Et au moment de cette scène, Spielberg a utilisé une espèce de cri, comme un cri de dinosaure, quelque chose. Et ce cri sera repris dans Les Dents de la Mer, après l'explosion du requin. Donc, lorsque le camion s'écrase et que la poussière se dissipe et qu'on voit la carcasse, on entend ce fameux cri. Et dans Les Dents de la Mer, lorsque le sang se dissipe et qu'on voit le cadavre du requin, on entend le même cri. Petit clin d'œil de Spielberg à lui-même, car comme il le dit lui-même, c'est le duel qui lui a permis par la suite de faire Jaws, Les Dents de la Mer. Alors pour le moment, j'ai beaucoup parlé du film. Je ne vous ai pas encore parlé de la miniature qui est devant la caméra depuis un petit moment. Donc je pense que vous vous en êtes douté. Ça vient toujours de la collection des camions américains de chez Altaïa. Donc il s'agit bien du numéro 7. Peterbilt 281. Donc toujours livré avec son petit fascicule en presse au prix de 29,99 €. Et donc, niveau finition, nous avons toujours la cabine du camion en métal sur un châssis plastique, une remorque totalement en plastique, des pneus en gomme, et toujours pas mal de petits détails un peu partout sur le véhicule, avec les marchepieds ici, voilà, les rétros, là, le fameux klaxon, la corne de brume du camion qu'on entend plusieurs fois dans le film. Le petit rétro ici sur le radiateur, le petit logo Peterbilt bien sûr sur la calandre. Donc comme je vous l'ai dit, la collection de plaques d'immatriculation sur le pare-choc, ainsi que les rails fixés sur ce dernier. On a l'échelle ici. Le flammable, donc inflammable, sur la citerne. On retrouve également le flammable sur l'arrière du camion, ainsi que la plaque d'immatriculation, donc toujours les petits feux. Le T2A, ici, et sur le camion. Alors pareil évidemment de l'autre côté de la citerne. Ici sur le camion, le pot d'échappement unique. Voilà, les petites entrées d'air, les filtres à air, filtre à huile sur le côté du camion. Alors est-ce qu'il est totalement fidèle au film? Malheureusement non. Ça manque clairement des traces d'huile et de salissure sur la cabine, des traces de rouille et également de salissure sur la remorque. Le flammable est quasiment illisible dans le film. Et en plus, il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a flammable, en gros, ce serait le nom de la compagnie, et juste marqué le flammable en dessous pour indiquer que c'est inflammable. Pareil à l'arrière, normalement, il y en a deux qui sont superposés. La plaque d'immatriculation ici semble correspondre. Tout comme le T2A ici. À l'avant, sur le camion, il manque la vraie plaque du camion qui devrait être à ce niveau-là. Et les plaques d'immatriculation sur le pare-choc sont différentes de celles du film.
Mais à part ça, le véhicule reste quand même très fidèle d'un aspect, point de vue aspect général, hein, par rapport à ce qu'on voit dans le film Duel. Donc pour 29,99 €, voilà, je trouve que franchement ça vaut le coup, hein, ça fait parfaitement illusion dans une vitrine. Pour ceux qui ne s'attachent pas trop aux détails et qui connaissent le film, il fait parfaitement la blague. Après, est-ce qu'il existe une version totalement screen accurate? Ça, j'en ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Toujours est-il que, tout comme les précédents que je vous ai montrés, celui-ci me convient tout à fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis à me laisser des petits pouces. Sinon, je vous envoie un bon gros camion vous défaire tomber de la route. Hein. Voilà, likez, commentez. Et rendez-vous dans quelques temps pour un nouveau camion. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!